Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série. Histoire en série où aujourd'hui je reçois deux personnes, Julie Ambal et Florian Favard. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, je vais vous présenter. Je vais commencer par Julie. Donc, Julie Ambal, vous êtes titulaire d'un doctorat en sociologie de l'Université de Bordeaux et de l'École normale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux depuis 2019. Vous travaillez, Julie, en tant que postdoctorante depuis septembre 2020 à l'Université de Genève. Vous êtes chercheur associé au Centre Émile Durkheim de Bordeaux et au laboratoire PAV de l'ENSAP de Bordeaux. Donc, vous avez enseigné dans de nombreux établissements d'enseignement supérieur, que ce soit l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux, Sciences Po Bordeaux, et l'École nationale supérieure d'architecture de Nancy et à l'Université donc de Genève. Vos recherches s'inscrivent dans le champ des études urbaines. Votre thèse de doctorat portait sur la construction imaginaire de la mobilité dans les projets urbains et s'intéressait à la façon dont nos imaginaires forment et informent la fabrication de la ville, plus particulièrement dans le cas de la métropole de Bordeaux. Votre analyse, en fait, vous avez fait pour cela des mises en récit des acteurs de projets urbains, les dispositifs de médiation et de diffusion de ces récits. Vos recherches actuelles dans le cadre du projet FNS Cost, la fabrique narrative de la ville, développent la question de la construction d'un ou plusieurs récits en urbanisme dans le contexte de Genève. Donc, vous avez aussi par ailleurs effectué des recherches sur l'imaginaire de la ville et de l'espace dans les fictions audiovisuelles. Je vous avais publié plusieurs travaux là-dessus. Je renvoie à histoireensérie.com où vous avez donné une bibliographie. Alors vous, Florian Favard, vous avez déjà participé à l'émission. Vous êtes maître de conférences en sciences de l'information et de la communication et directeur de l'IEK Nancy, donc à l'Université de Lorraine. Vous vous spécialisez dans la théorie et la pratique du cinéma, de l'audiovisuel et du transmédia. Vous travaillez sur les genres de l'imaginaire dans une perspective narratologique, contextualiste et transmédiale et plus spécifiquement sur la complexité narrative des séries télévisées contemporaines. Là aussi, et je renvoie les auditeurs et auditrices à vos nombreuses publications que l'on a mises sur la page de l'émission. Alors, aujourd'hui, on va faire une émission qui va porter sur une ville très importante dans les séries, c'est New York. Alors peut-être, Florent, je vais vous laisser la parole et présenter la thématique de l'émission. Merci. Effectivement, cette ville de New York, elle nous intéresse beaucoup lorsque nous travaillons sur la représentation de l'espace et des espaces urbains. Avec Julie, nous avons travaillé sur New York spécifiquement au gré de plusieurs publications. Et en ce qui concerne Friends et How I Met Your Mother, ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est que ces deux séries qui, combinées, s'étalent entre 1994 et 2014, proposent pendant 20 ans une représentation de cette ville et nous permettent de croiser études de la fiction et études de l'urbain pour analyser l'espace urbain au prisme de la fiction et les séries télévisées au prisme des études urbaines, pour que les deux champs finalement se répondent. Et c'est dans le cadre d'une manifestation intitulée Archifiction que nous avons eu à travailler sur cette question de la représentation de New York dans Friends et dans How I Met Your Mother. Et on s'est finalement lancé dans une comparaison de ces deux sitcoms. Et l'idée, c'était de s'intéresser à la représentation de New York, de cette ville globale, de son urbanisme, de son architecture et même de ses architectes. Donc, nous avons interrogé l'évolution de cette représentation au travers des deux sitcoms. On a une sitcom qui démarre dans les années 90, une autre dans les années 2000. Et plus largement, on s'est intéressé à la représentation de l'espace urbain américain, new-yorkais principalement, mais les deux séries s'intéressent aussi à ce qui se passe au-delà de cet espace. Et enfin, on s'est aussi penché sur la figure de l'architecte et de l'architecture de cette ville, qui d'ailleurs est riche de fortes influences qui viennent de l'école de Chicago. Et ce qui fait que
New York, elle est particulièrement intéressante car elle est omniprésente dans l'audiovisuel américain. C'est une ville qu'on connaît ou qu'on croit connaître sans même y être allé. Et on est donc face à la construction d'un imaginaire urbain qui est iconique. Cette ville, finalement, de New York, hein, quand on la voit dans les séries, hein, vous avez parlé de la série Friends, bien sûr, c'est la série emblématique autour de New York, hein, elle est vraiment intéressante. Alors, justement, cette représentation, j'aimerais qu'on en parle parce que, par exemple, quand on est dans Friends, Florian, vous allez me dire, comment ça a été tourné, parce que c'est pas une série qui est tournée, on va dire, directement dans la ville, on est en studio. On est en studio, tout à fait. Alors, Friends a été diffusé sur NBC entre 1994 et 2004, How I Met Your Mother sur CBS entre 2005 et 2014, et ce sont deux séries qui sont donc tournées comme le sont l'immense majorité des sitcoms qu'on appelle multicaméra. Elles sont tournées en studio. La différence, on va dire, particulière entre ces deux séries, c'est déjà que Friends est tourné comme une sitcom multicaméra standard. On est face à un public, les acteurs sont face à un public et on enregistre les rires au moment où on tourne les scènes. Alors que la très forte non-linéarité de How I Met Your Mother, qui, elle, imagine que Ted, dans le futur, raconte à ses enfants comment il a rencontré leur mère et ne cesse de bondir entre les époques, cette forte non-linéarité fait que la série n'a pas été tournée devant un public et se permet beaucoup plus de liberté au niveau des espaces. Mais les deux séries, effectivement, ont été tournées en studio et lorsqu'elles ont besoin d'utiliser des extérieurs, il y a ce qu'on appelle les backlots. Généralement, c'est sur le territoire d'un studio, il y a un endroit en extérieur où vous avez ces fameuses façades de bâtiments. Il n'y a que les façades. Et c'est dans ces fausses rues que quelques scènes d'extérieur de Friends et de nombreuses scènes d'extérieur de How I Met Your Mother ont été tournées. Puisque quand on regarde les deux séries, il y a aussi une question d'évolution de l'époque, tout simplement, mais qui fait que How I Met Your Mother on le sent, a beaucoup plus envie de sortir dehors, de s'intéresser à cette ruche et de ne pas rester uniquement dans l'espace dans l'espace du studio et dans les espaces domestiques, dans les espaces intérieurs qui y sont représentés, comme c'est le cas généralement dans Friends. Il y a des points communs. Dans Friends, comme dans How I Met Your Mother, on est dans l'espace domestique, c'est-à-dire l'appartement et tantôt le coffee shop, tantôt le McLaren. Mais on a pu remarquer au niveau de la fréquence que à la fois cette grande liberté qu'a How I Met Your Mother face à ses conditions de tournage, mais aussi sa volonté d'explorer un petit peu plus New York, fait qu'elle est beaucoup plus dehors sur le backlot. Julie, justement, cette question-là, Florent, parlait du studio, c'est très intéressant parce que quand on est dehors, on se place dans une des très grandes métropoles, même mégalopoles du monde, c'est la ville de New York. Alors vous, Julie, qui avez travaillé là-dessus, hein, sur l'imaginaire des villes et la représentation quasi géographique des villes d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut dire sur la géographie de New York telle qu'elle est présentée par les deux séries? Ce qui est intéressant dans ces deux séries, de ces deux sitcoms, c'est que effectivement, Friends et How I Met Your Mother présentent New York différemment. Dans Friends, on est plutôt dans une géographie fantasmée de New York City. Les 6 personnages vivent dans une bulle à Manhattan. Tout est question de proximité. Et Manhattan est représenté comme dans un grand village où tout serait à portée de piétons. On nous dit qu'ils habiteraient dans West Village, donc loin de Central Park, mais ils seraient aussi très proches de Downtown. C'est assez difficile finalement de les situer. Par exemple, moi, j'ai toujours cru qu'ils habitaient à côté de Central Park, peut-être aussi à cause du Central Perk, mais aussi parce que dans certains épisodes, Central Park est représenté comme étant le parc le plus proche en fait des personnages. Et d'ailleurs, pour les personnages, habiter loin de Manhattan est un inconvénient. Par exemple, dans l'épisode de 10 de la saison 4, The One with the Girl from Poughkeepsie,
où Ross va prendre le train pour aller voir une copine à Poughkeepsie, paraît très, très, très loin. Et dans How I Met Your Mother, on arrive facilement finalement à les situer, car ils nous donnent souvent leur localisation. On est ici plutôt dans une géographie partielle, mais assez réaliste de New York City. On sait que le meilleur burger de New York City est situé sur Manhattan Avenue et la 106e. On sait aussi que le quartier de vie de quelques personnages et du McLaren's Pub est dans l'Upper West Side. Voilà, et les personnages nous donnent aussi des indications sur leurs origines. On sait que Marshall vient de Saint Cloud dans le Minnesota, que Ted de Cleveland en Ohio. Lily et Barney sont de vrais New-Yorkais. Voilà, on sait aussi que Robin, voilà, donc on est plutôt dans une représentation de New York et de Manhattan, voilà, parce que c'est quand même là que la série se passe en majorité. Donc New York est plutôt représenté comme un grand territoire complexe, avec des quartiers et des ambiances différentes. Un territoire qui n'est pas toujours simple d'accès. Tout ce qui intéresse les personnages est à distance de taxi, sauf les éléments de la vie quotidienne, comme le bar, qui n'a pas vraiment de réelle distance. Par exemple, Barney peut y être en un instant, même s'il est censé se trouver à l'autre bout de la ville. Alors que Ted et Marshall habitent juste au-dessus de celui-ci. Donc on est vraiment dans une représentation assez différente de New York qui rejoint ce que Florent disait sur l'évolution de la série et sur voilà, la représentation aussi, le fait d'être tourné aussi à l'extérieur montre que les personnages veulent aussi explorer Manhattan, explorer New York, alors que c'est vrai que dans Friends, on n'est pas vraiment dans cette exploration géographique, spatiale de la ville. Vous évoquiez tout à l'heure le train, vous avez aussi évoqué le taxi. On l'a dit, hein, dans une des plus grandes métropoles du monde, une ville gigantesque. Et comment, justement, dans ces séries, on montre les déplacements, puisque c'est vrai que, par exemple, la voiture y est très peu présente, la voiture personnelle, j'allais dire. Alors, on parle peut-être plutôt de transport en commun ou à New York, ce qui est bien sûr un des topoïs, en tout cas sur la ville, hein, c'est le fameux taxi. Tout à fait. Comme je viens de le dire, dans cette même dynamique, Friends mobilise très peu les transports. Vous venez de le dire un petit peu, on reste dans la question du lieu. Effectivement, à part quelques épisodes qui vont parler, ou alors on va voir Joey dans la saison 1 dans un métro, ou Phoebe qui se fait suivre, on la voit aussi, je pense, dans la même station de métro, ou effectivement le taxi de Phoebe, mais sinon, effectivement, on n'est pas dans cette question de transport et de mobilité. Alors que dans How I Met Your Mother, on est dans la question du mouvement. Comme vous le dites, les transports sont des lieux de la narration, il va y avoir des disputes, des discussions, des événements, aussi des questions de drague avec le Drunk Train vers Long Island où Ted et Barney le prennent pour justement rencontrer des filles. Il y a aussi la question de la limousine du Nouvel An, ou alors le chauffeur un peu abstrait du groupe, Ranjit, qui les trimballe un peu partout de saison en saison. Voilà, on a effectivement le taxi, et il y a un épisode assez intéressant dans How I Met Your Mother qui s'appelle Subway Wars, dans la saison 6 de l'épisode 4, non, dans l'épisode 4 de la saison 6, excusez-moi, où le groupe se met au défi de rallier un point de la ville, chacun et chacune utilisant son propre moyen de transport favori. Et ce qui résulte de ça, c'est qu'en fait, la maîtrise des moyens de transport new-yorkais est associée au statut de vrai New-Yorkais. Donc il y a vraiment un enjeu ici, autant dans la représentation de ce qu'est New York, dans une identité new-yorkaise, qui est liée au déplacement. Et c'est Robin qui obtient ce label durant l'épisode, notamment en passant les étapes fondamentales ce qu'est être un vrai New-Yorkais, c'est-à-dire se faire voler une place dans un taxi ou pleurer dans le métro. Et donc là, alors que Robin est peut-être moins new-yorkaise, puisque c'est l'étrangère, entre guillemets, puisqu'elle vient du Canada. Voilà, donc là, il y a tout un parcours pour devenir le vrai New-Yorkais qui est attaché à la question du mouvement et donc à la mobilité et donc au transport à New York.
Les deux séries, bien sûr, elles sont centrées sur New York, mais il y a une représentation de New York qui est très intéressante. C'est l'idée, en fait, que New York est quelque part un petit peu le centre du monde, hein, c'est-à-dire à la fois un lieu hyper branché où on doit aller pour vivre, pour avoir une situation, pour rencontrer des gens, et le reste, hein, c'est plutôt les autres villes ou ailleurs. C'est souvent là où les gens ont grandi, hein. Vous avez dit tout à l'heure qu'on venait de un peu partout aux États-Unis pour aller à New York. Alors comment justement cette idée est représentée dans les séries, cette idée que c'est à New York, c'est the place to be en fait? New York, c'est the place to be, effectivement. Et ça se sent d'autant plus dans How I Met Your Mother que dans Friends. Puisque lorsqu'on compare les deux, alors effectivement, c'est discutable. On en a d'ailleurs longuement discuté euh, entre nous deux, mais quand on compare Friends et How I Met Your Mother, c'est vraiment dans How I Met Your Mother qu'on va trouver, notamment au travers du personnage de Ted, on va dire, je vais pas dire cette haine, mais cette forte animosité envers le New Jersey, qui est quand même la zone qui jouxte New York et qui représente un autre modèle de vie. C'est-à-dire que ça n'est pas juste en dehors de New York, c'est aussi un autre modèle de vie, un modèle souvent familial, stabilisé, et qui permet aux personnages d'envisager ce que serait leur vie future, leur vie posée, qui d'ailleurs les séduit plus ou moins lorsqu'ils se retrouvent à un moment dans le New Jersey, et notamment lorsque Ted envisage de passer sa vie dans le New Jersey, ils y découvrent les supermarchés énormes où l'on peut acheter en gros, et soudain ils se disent, ah, peut-être que ce serait beaucoup mieux de vivre dans le New Jersey. Plus largement, bon, le Canada est aussi la cible de blagues pro-américaines second degré de Barney. Ce qui est intéressant, c'est que au niveau des origines des personnages dans Matthew Mother, donc Ted, Julie le disait, est né dans l'Ohio. Il est d'ailleurs le seul à admirer l'Ohio. Cleveland va devenir aussi le nouveau bouc émissaire du groupe à partir de la saison 5. Il y a beaucoup de blagues sur Cleveland, qui est une ville qui a subi la dépression économique. Et même Chicago. Chicago est défini comme un Clevelandi New York. Donc il y a beaucoup de références à d'autres villes américaines et à cette idée que New York reste effectivement the place to be. Alors que quand on regarde Friends, Friends qui est donc une série des années 90, on est dans un autre regard porté sur l'extérieur de New York et notamment sur la banlieue. On retrouve beaucoup ce motif de la banlieue dans les deux sitcoms, hein, qui est spécifiquement le lieu de l'enfance, notamment dans Friends. C'est de ces banlieues riches desquelles certains personnages viennent, et c'est aussi le lieu de l'installation familiale. Dans Friends, notamment, c'est l'idée que Monica et Chandler, une fois qu'ils ont adopté deux enfants, vont acheter une maison et quitter New York, quitter le tissu new-yorkais pour aller s'installer dans les suburbs, si je me trompe, pour utiliser le terme exact. Et c'est aussi le cas dans How I Met Your Mother, mais on remarque que si Ted achète sa maison beaucoup plus tôt dans la série, la maison de banlieue dans laquelle il compte vivre, cette maison ne sera finalement réellement habitée que dans les flashbacks dans les flash-forward du futur. Pas flashback, mais flash-forward, justement. Ceux de 2030 où Ted raconte à ses enfants comment il a rencontré leur mère. Là encore, toute la série se déroulera principalement à New York. Ce qui ne veut pas dire que les personnages ne vont pas changer. Et c'est vraiment le cas dans How I Met Your Mother, régulièrement d'appartements. Lily, par exemple, va trouver un petit appartement lors de sa rupture avec Marshall. Plus tard, Lily et Marshall vont acheter un appartement dans un nouveau quartier un petit peu branché, qui se révèle en fait être un désastre. On les voit beaucoup changer d'appartement, mais toujours au sein de New York. Si je peux juste ajouter quelque chose, et si on remonte un petit peu dans le temps, la vision de la banlieue et donc
la banlieue américaine, hein, donc la banlieue, le suburbs, l'endroit où en fait on va avoir, en France on dirait le pavillonnaire de la classe modeste ou voire moyenne. Ce qui est intéressant aussi de voir dans les premières saisons, par exemple de Friends, c'est que la banlieue, elle représente effectivement le lieu de l'enfance, mais aussi le lieu de la situation stable peuvent avoir les parents. Les parents, par exemple, de Monica et Ross, qui vivent dans ces maisons, la maison qui n'évolue d'ailleurs pas trop au niveau de la décoration, qu'on peut voir notamment au début, mais aussi dans les flashbacks de ce lieu finalement des grown-ups, des adultes qui sont finis un petit peu. C'est-à-dire que les parents de Ross et Monica, ils n'ont pas d'évolution possible de leur cadre familial, alors que autant dans Friends que dans How I Met Your Mother, ce sont des jeunes, des fins de vingtenaire, début trentenaire, qui ont toute leur vie devant eux d'une certaine façon et qui vont construire cette vie un peu en opposition à leurs parents, même si, comme vient de le dire Florent, à la fin, autant Marshall, Lily, Ted dans How I Met Your Mother et Monica et Chandler dans Friends finissent dans la banlieue. Donc c'est ça, ce qui est intéressant en fait, c'est ce mouvement assez circulaire. On est tantôt dans l'opposition, tantôt dans le mimétisme. La banlieue représente, et on le voit en France aussi, le pavillonnaire représente aussi le lieu de l'installation familiale. Encore aujourd'hui, en France, il y a 70% d'une population qui rêve en fait d'avoir son pavillon avec son jardin, son chien et sa balançoire. C'est un peu cliché, mais à la fois, ce cliché, malheureusement, est assez vrai. Ça, c'est l'urbaniste qui parle. Et on se retrouve dans la même situation. Je crois qu'aux États-Unis, on est dans un pourcentage bien plus élevé de gens qui rêvent en fait d'aller dans les suburbs. Mais avant, pour ça, il faut construire sa vie. Et quoi de mieux que construire sa vie à New York, la ville la plus branchée, diversifiée, qui va amener en fait le plus d'expérience. Voilà. Je profite d'avoir quelqu'un qui travaille en urbanisme, hein, pour parler justement maintenant de l'urbanisme dans les séries, parce que c'est quand même très intéressant, cet urbanisme new-yorkais que tout le monde, d'ailleurs, c'est là aussi on voit qu'il y a une certaine mondialisation, hein, parce que tout le monde, rapidement, à travers justement quelques landscapes, hein, arrive à reconnaître ces paysages urbains, hein, qui se sont aujourd'hui répandus, comme le CBD, hein, vous l'avez dit, autour de Manhattan notamment. Alors, justement, Julie, je voulais vous poser à vous comme question, principalement dans How I Met Your Mother, peut-être quels sont les types d'architecture représentés dans cette série, tels qu'on peut les voir véritablement dans les paysages qui sont montrés. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, dans How I Met Your Mother, c'est qu'un des personnages est architecte. C'est Ted. Et Ted est un peu le personnage, pas principal, mais sur lequel on s'appuie beaucoup, puisque c'est lui qui raconte l'histoire dans un futur pas si proche. Et donc, ce qui est intéressant pour Ted, et Ted nous parle en fait de New York. Ted nous parle beaucoup de New York, puisqu'il a un amour inconsidérable, une obsession, par exemple, pour l'Empire State Building. Et il partage vraiment ça. Ce qu'on va moins se retrouver dans Friends. Friends va utiliser un peu establishing shot, des plans de situation où on nous montre aussi l'Empire State Building. D'ailleurs, on nous montre aussi les Twin Towers jusqu'en 2001, forcément. Et après, bien évidemment, on nous les montre moins. Dans How I Met Your Mother, effectivement, en fait, c'est plus 3 types d'architectes qui sont représentés. D'abord, il y a l'entrepreneur sur le retour, Hammond Drovers, qui est le patron de Ted au début. Le patron il est à la tête d'une grande firme d'architecture. C'est un patron et un architecte un petit peu sur le tard. On va dire que c'est un architecte qui était connu dans les années 80 dans une communauté professionnelle aux États-Unis. Et puis aujourd'hui, il est un petit peu désabusé, déconnecté.
Il est responsable d'une grosse firme, comme je le disais, comme il en existe beaucoup en Amérique du Nord, hein, c'est moins le cas en France, où on est plutôt sur le modèle de la PME, voire de la TPE, mais voilà, donc on est sur, on va dire, un peu la classique agence, et c'est une agence qui va faire des gros projets iconiques, hein, des landmarks, qui rapportent beaucoup d'argent, qui alimentent aussi une image de marque de l'agence et aussi de la ville. Il réalise des gros projets comme des stades, des complexes, mais aussi des tours. Et donc, le projet qu'on voit dans la série, c'est Amand Drovers qui a été commissionné pour faire une tour qu'on voit et dont il est très fier, hein, mais il ne se rend pas compte vraiment pourquoi. Enfin, il ne se rend pas compte surtout pourquoi les autres personne pense que c'est un peu bizarre, c'est que cette tour a une forme phallique. Mais comme il y en a d'autres, hein, c'est pas, voilà, et dans le monde, il y a d'autres tours phalliques qui ont été construites et qui sont reconnues pour ça, hein. C'est par exemple la Tour Akbar de Jean Nouvel à Barcelone ou la Swiss Rail Tower de Foster et Partners à Londres. Donc c'est pas anodin, sauf que la sienne, apparemment, elle est très reconnaissable avec cette forme. Voilà. Mais voilà, donc il y a cet entrepreneur sur le retour. Et puis, il y a un deuxième type d'architecte qui est l'archistar iconique, qui est représenté par le collectif Sven, et qui va plutôt être sur la question de l'édifice-objet. Le collectif Sven, dans la série How I Met Your Mother, est un collectif que les clients s'arrachent. Ils sont exotiques, ils proposent des objets architecturaux plutôt que des bâtiments, ils vont faire un show quand ils vont présenter leurs projets. Ils sont connus du grand public, des professionnels, et leur seul nom suffit à ce qu'un client leur fasse confiance pour réaliser des projets hors du commun, parfois hors contexte et parfois aussi hors normes. Je vais citer Laura Rosenbaum qui a écrit une thèse sur la condition internationale des architectes qui dit qu'il est souvent reproché aux grands architectes de ne pas contextualiser leurs ouvrages, de produire des édifices objets. Et là, on est clairement dans cette situation de l'archistar qui va travailler pour le siège de la Goliath National Bank à New York City et qui va proposer une tour en forme de dinosaure, ce qui va nous rappeler peut-être, ça dépend de références, mais de l'immeuble jumelle de Frank Gehry à Los Angeles, par exemple, ou alors le stade Nid d'Oiseau de 91 000 places pour les JO de Pékin qui a été créé par Herzog et de Meuron. Voilà. Et puis, troisième figure, celle de représentée et vécue par Ted Mosby, qui est l'architecte artiste élitiste, on pourrait l'appeler comme ça. C'est l'architecte vocation. Il a la vocation de faire architecte comme d'autres vont l'avoir pour être médecin ou avocat ou pompier. Voilà. Et donc lui, Ted voit la profession d'architecte comme une activité tenant d'une élite. Par exemple, dans un épisode l'épisode 22 de la saison 5, Robots versus Whistler, le titre n'a rien à voir avec ce que je vais dire, où Ted préfère discuter avec l'élite intellectuelle de New York City qu'avec ses propres amis, parce que c'est le summum pour lui. Il est pétri d'ailleurs de représentation d'architecture. En architecture, comme en sociologie d'ailleurs, il y a un mouvement qui s'appelle l'école de Chicago, qui a inventé les gratte-ciel à Chicago après un grand incendie en 1871, qui a un peu renouvelé l'architecture. Et d'ailleurs, Ted admire ces architectes, les architectes de ce mouvement, qui sont Daniel Burnham ou Sullivan. Mais il adore aussi des architectes qui datent un peu, hein, forcément, Gaudi. Et il a une passion, comme je le disais tout à l'heure, pour l'Empire State Building du style Art déco. Pour lui, être architecte, c'est donc une vocation. Il en est fier, même si ses amis le voient plutôt comme un snob ou ennuyant. D'ailleurs, ce trait de personnage peut nous rappeler dans Friends Ross, qui lui va parler à peu près de la même façon de son métier
de paléontologue, pardon, de paléontologue et donc de science en fait. Et les deux vont parler de tout ça d'une façon admirative, alors qu'effectivement leurs amis sont moins dans cette situation-là. On est moins dans des intellectuels comme le sont par exemple Ross ou le pense peut-être Ted. Voilà, donc en fait, Ted, il est dans cet entre-deux, entre l'architecte désabusé et puis l'archistar. Voilà, lui se pense un peu artiste, il a plutôt une vision artiste plutôt qu'artisan, par exemple, de ce qu'est l'architecture. Puis il a une vision aussi assez archétypale, autant du métier d'architecte que que sa représentation de l'enseignement. Parce qu'en fait, son objectif, dans la vie, c'est il le dit à un moment donné, c'est de donner le cours magistral qui va changer la vie de quelqu'un. C'est vraiment the best job I ever had. Voilà, le fait d'être prof. Et donc, voilà, il a une représentation assez archétypale et assez fantasmée de ce métier. Pour lui, l'architecture, c'est une question de reconnaissance, d'image, d'esthétique, mais aussi de notoriété. Parce qu'en fait, malgré tout, ce TED sur les saisons, sur toutes les saisons, il va quand même avoir comment dire, il va avoir une fulgurance dans son parcours d'architecte. Hein. Il passe quand même un architecte qui se fait détruire sa maquette de colonne par le fameux Edmond Drovers, il va essayer de créer sa propre entreprise, mais finalement, il n'a pas de clients. Il passe des longues nuits à dessiner. Effectivement, on est en 2007, donc on dessine tout. Enfin, c'est toujours aussi dans cette vision idéaliste du métier d'architecte, hein, parce qu'en 2007, on utilisait aussi des ordinateurs, mais lui, il dessine, c'est aussi la vision artiste. Et puis, il rêve, mais surtout, il va réaliser des gratte-ciel, dont 2 en saison 2 et en saison 6. Et dans la série, il est reconnu et il est l'architecte le plus jeune à concevoir un gratte-ciel à 33 ans. Donc, ce qui n'est pas vraiment la norme, ou en tout cas ne l'était pas à ce moment-là. Et voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on est aussi dans cette représentation assez fantasmée, un petit peu rapide de ce qu'est un architecte qui, en tout cas, dès les années 2008, après, avec la crise économique, va beaucoup plus galérer à travailler, que ce soit aux États-Unis ou en France. Donc, voilà, finalement, les segments professionnels du métier ou des métiers d'architecte qui sont représentés dans How I Met Your Mother ne sont pas vraiment exceptionnels. Il y a l'entrepreneur, le star architecte, et puis Ted, qui est entre les deux avec cette vision artiste. How I Met Your Mother, finalement, on n'essaie pas de renouveler l'imaginaire collectif de cette profession. Elle ne tente pas vraiment, à part peut-être au début avec la firme de Drovers, de creuser de réelles problématiques de l'architecte, mais finalement, on n'est pas dans cette vision de renouveler. Et pourtant, l'architecte est très peu montré comme profession dans les séries ou les sitcoms. Et puis, on parlait d'architecture tout à l'heure. Il y a vraiment un amour de la vieille pierre, que ça soit plutôt dans How I Met Your Mother, mais aussi dans Friends, hein, ou avec la représentation de l'Empire State Building. Il y a cette idée de landmarks architecturaux qui structurent les histoires et le récit, mais qui aussi vont situer New York. Donc, je disais, dans Friends, c'est plutôt des establishing shots, mais Ted, qui est donc l'architecte et le garant de la représentation dans New York, le sien, va nous parler en fait de New York City et de cette architecture assez remarquable que, même sans y être allé, on connaît tous parce qu'on a cette représentation dans bon nombre de séries. Aussi bien l'Empire State Building, la New York Library, le Chrysler Building, le Flatiron Building. Voilà, ce sont des landmarks qu'on va retrouver dans nombre de séries qui veulent nous parler de New York ou qui situent leur histoire dans New York sans forcément y être tournées. Et c'est vraiment cette représentation par ces gratte-ciel, ces landmarks, qui vont situer cette ville et qui vont aussi lui donner une sorte
une représentation qui va être tantôt fantasmée, tantôt réaliste. Pour petite anecdote, l'Empire State Building, il est quand même cité 27 fois, dont 25 fois sur les 5 premières saisons. Et à la fin, dans la dernière saison de How I Met Your Mother, dans la saison 9, il y a même Ted va aller voir, va aller au pied de l'Empire State Building en disant I hate the thought of leaving you MP, comme si donc MP, donc l'Empire State Building, était un personnage, et parce qu'il doit partir, et donc il va dire au revoir à tout le monde et à l'Empire State Building. Donc on est vraiment ici dans une représentation un petit peu par ces landmarks, ce qui est assez intéressant pour la représentation en fait de New York pour le monde, parce que ces 2 sitcoms, elles n'ont pas été faites que pour les Américains, bien évidemment, elles sont faites pour que tout le monde sache ce qu'est New York. Voilà, tout le monde dans le monde. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire justement sur ce qu'on a résumé ici dans cette émission-là, sur la représentation de New York, hein, vous l'avez dit, c'est très intéressant parce que finalement, vous avez parlé d'ailleurs de l'école de Chicago, autour des buildings aussi, cette idée que aujourd'hui, dans beaucoup de villes du monde, on retrouve peut-être un système urbanistique, hein, notamment, je l'évoquais tout à l'heure avec les CBD, qui est au départ basé sur les États-Unis, et on voit bien peut-être d'ailleurs, est-ce que les séries n'auraient pas contribué, en tout cas dans notre imaginaire collectif, à diffuser ce modèle-là et de New York en particulier? Oui, effectivement, les séries comme les films participent à diffuser ce modèle de New York comme ville globale, si on doit citer Saskia Sassen, donc aussi une ville qui s'est construite ces dernières décennies en rassemblant une grande partie alors si je me souviens bien des théories de Saskia Sassen, c'est l'idée que la ville globale, c'est une ville qui réunit de plus en plus de travaux, de jobs, de col blanc, des entreprises de services qui sont au service d'autres entreprises. On est finalement dans des types d'emplois qui sont déjà occupés par Chandler, en fait, dans Friends. Lorsque Chandler, lorsqu'il essaie de décrire son travail et qu'en gros, il explique qu'il doit rentrer des nombres dans un ordinateur, on est déjà dans ce concept d'une certaine aussi perception de la vie active à New York. On est dans une représentation de son cosmopolisme, de sa diversité et de la richesse de ses expériences, comme le disait Julie, qui peut aussi se construire dans la longueur. C'est-à-dire qu'au lieu de le voir au travers d'un film, on s'attache à des personnages et on vit par procuration, on vit New York avec eux. Et ce qui est intéressant lorsqu'on compare les 2 séries au niveau de cet imaginaire, c'est presque que... Alors ça, c'est moi qui vais le dire. Julie, tu me dis si tu penses que je dis des bêtises. Mais j'ai l'impression que Friends, à l'époque, prenait presque pour acquise l'image de New York. C'est-à-dire qu'elle s'appuyait sur tout un éventail de représentations familières du public de l'école. Et alors, peut-être, y a-t-il un lien, tu mentionnais les Twin Towers, y a-t-il un lien avec le 11 septembre ou pas? Matthew Mother, qui, au centre de son groupe de personnages, a quand même un architecte, décide, elle, presque de réenchanter, de resituer, de redessiner New York et finalement de nous refaire un cours sur New York. C'est presque ça. Et de retravailler cette représentation de New York sur le long terme. Et c'est peut-être l'une des différences fondamentales qui est facilitée par le fait aussi que How I Met Your Mother, série des années 2000, est beaucoup plus complexe d'un point de vue narratif et se permet de tisser ces espaces de manière non linéaire et de ce fait de nous emmener dans une visite de la ville et de ses environs. Ce qui n'est pas, j'ai envie de dire, le projet spatial et esthétique de Friends, qui est beaucoup plus centré sur les espaces partagés par les 6 amis, donc l'appartement de Monica et le Central Perk. Alors qu'on bouge beaucoup dans New York, dans How I Met Your Mother, on visite, on redécouvre la ville, on redécouvre son amour pour la ville aussi,
Et How I Met Your Mother est presque une lettre d'amour à une vision fantasmée de New York, qu'elle n'ignore pas d'ailleurs, parce que, petite anecdote, il y a ce moment dans How I Met Your Mother où on est dans l'épisode 19 de la saison 5, où Robin surprend Ted en train de jouer sur une maquette de l'Empire State Building avec ses petits personnages. La dernière scène de Sleepless in Seattle, Nuit blanche à Seattle. Donc on est dans une série qui est elle-même consciente de la puissance des représentations de New York et des grandes villes américaines. Et si je peux aussi compléter, parce que vous évoquiez l'idée que on connaît en fait les villes américaines parce que nombre de séries et de films nous parlent en fait de ces villes. Ce qui est intéressant, c'est que New York à la fois montre une spécificité, une unicité dans ces deux séries, et à la fois installe une généricité de la ville américaine, ou en tout cas de la ville un peu dite idéale, entre son centre-ville branché et ses lieux aussi, ces hauts lieux de la jeunesse trentenaire, ou en tout cas de la vie trentenaire de ces personnages, et à la fois voilà, une généricité des suburbs qui sont toutes les mêmes en fait. Aux États-Unis, la suburb américaine, vous allez en voir dans des séries comme Desperate Housewives, qui est précisément dans ce genre de lieu, mais la suburb décrite par Monica et Chandler, ou dans Ted, celle de How I Met Your Mother avec Ted et Marshall, est la même. Donc on va aussi retrouver une généricité de l'espace et de l'urbanisme américain. Voilà, donc ce qui est intéressant, il nous semble, c'est que cette mise en récit de New York, elle montre ces deux facettes, même si elle montre effectivement peut-être un peu plus cette unicité, mais elle montre quand même ces deux facettes de New York, et donc de la représentation de la ville américaine et de la vie dans ces villes américaines. On est vraiment dans la représentation de mode de vie, ce qui, pour ma part, en tant que effectivement chercheuse en études urbaines, est très intéressante. Et je pense aussi pour quelqu'un qui travaille dans l'étude de la fiction. Tout à fait. Merci à tous les deux pour cette émission vraiment très intéressante sur New York, et je pense que bien sûr on n'en a pas fait le tour parce qu'il y a énormément de choses à dire sur cette ville, sur ces quartiers. On avait déjà réalisé avec Marion Miclet une émission sur la gentrification, notamment à New York, et c'est vrai que du point de vue géographique ou urbanistique, c'est une ville qui se prête très très bien à ces études-là, et on voit là aussi que vous le montrez très bien, Julie et Florent, dans vos études, dans vos cours aussi à l'université, les séries, notamment, et à travers l'urbanisme, c'est quelque chose qu'on peut utiliser fortement avec des élèves ou avec des étudiants. Alors, vous avez fourni justement, pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus, une bibliographie indicative dans laquelle il y a aussi vos productions sur ce thème-là. Je renvoie les auditeurs et auditrices à notre page de l'émission sur le site internet histoireensérie.com. Vous aurez peut-être aussi le lien vers Archifiction qui permet d'étudier justement l'architecture à travers les productions fictives. Vous nous retrouvez sur tous les réseaux sociaux, et sur Twitter et Facebook notamment, et aussi vous pouvez nous retrouver sur notre partenaire nonfiction.fr, où depuis l'émission numéro 1, vous avez le résumé de chaque émission et les liens pour aller les écouter vers les grandes plateformes de podcast, YouTube et aussi Spotify. Merci vraiment beaucoup à tous les deux pour cette émission, et puis peut-être à bientôt pour une nouvelle émission sur l'urbanisme et les séries. Peut-être. Merci. Oui. Merci.
Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel arches to clear such a beautiful blood.